Salut Lirza. Salut Agatha. Ça va? Ça va bien, il y a un week-end de 4 jours qui m'attend, donc j'ai été de bonne humeur, genre comme ça. Ah, c'est trop cool quand c'est comme ça et tout est léger. Et toi, comment ça va? Ça va super. Ouais. J'ai vu plein de choses intéressantes aujourd'hui. J'ai fait un peu de sport, j'ai eu l'impression d'avoir du temps pour moi. Ah, je suis contente pour toi. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci de m'inviter et puis bienvenue à toutes et tous qui nous écoutent. Agatha, c'est la première fois qu'on fait un épisode ensemble tête à tête. Je suis assez flattée et touchée que le podcast évolue comme ça. Aujourd'hui, tu es une co-animatrice. Du coup, est-ce que tu veux un peu raconter comment ça s'est passé pour toi pour que tu sois là aujourd'hui? Quand une fois tu as évoqué l'idée que le podcast pouvait évoluer de forme et se dynamiser et trouver d'autres interlocutrices, dans toute mon humilité bien connue et tonitruante, j'ai dit « Moi, ça m'intéresse !» Ouais, vraiment, c'était comme ça en plus. Oui. Et tu m'as dit, mais tu veux que je t'invite? J'étais là, je suis pas sûre d'être la bonne place pour les inviter, mais par contre, ça m'intéresserait de venir co-animer. Et j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. C'était vraiment juste l'idée de venir parler avec toi d'un sujet qui nous touche toutes les deux et qui touche potentiellement d'autres femmes, enfin d'autres personnes en tout cas. Et j'ai trouvé ça hyper excitant, mais c'était une parole en l'air un peu comme ça, parce que c'était avant les vacances d'été. Et puis on a pris rendez-vous, on a fait ce brainstorming où tu m'as dit un peu les sujets auxquels tu avais pensé de ton côté. Et puis quand tu as dit je suis pas sûre que ça te parle, j'ai ce sujet où sont les hommes féministes, j'ai fait tu peux pas mieux tomber. Ça, c'était assez cool. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est justement de parler de où sont les hommes féministes. C'est des sujets qu'on a déjà touchés un petit peu avec Coraline et avec d'autres gens certainement. Et on a toujours parlé du fait que les hommes féministes, on n'en connaît pas. Moi, je voulais parler de ce sujet parce que je trouve qu'à chaque fois que je dis ça, soit on me dit « Ah ouais, c'est quand même une affirmation forte », soit on me dit « Non mais c'est pas vrai quand même ». Et soit je suis face à des hommes qui sont pas contents que je dise ça. Et en fait, j'ai remarqué que ça dérange vraiment beaucoup comme statement. J'ai réalisé par mon propre vécu d'abord, j'avais fini par croire que plein de mecs autour de moi que j'apprécie bien, que j'aime bien, qui sont sympas, j'ai fini par faire beaucoup d'amalgames sur eux. C'est-à-dire que parce que je les aime bien, ça veut dire que c'est des bons gars, ça veut dire qu'ils respectent les femmes et que c'est des alliés féministes. C'est beaucoup d'amalgames. Quand j'ai commencé à être ces dernières années beaucoup dans des débats féministes, au début, je me lançais dans des discussions de manière complètement naïve, en mode on va pouvoir en discuter, non? Enfin, c'est... Ouais. Et j'ai réalisé vraiment tous les hommes autour de moi, au mieux, ils sont juste pas renseignés. Donc ils sont un petit peu genre, ils disent pas grand chose, mais ils ont pas réfléchi à la question. Et au pire, beaucoup de mecs disent des choses extrêmement problématiques. En aucun cas on peut dire qu'ils sont féministes ou alliés féministes. Et je réalise que ça dérange aussi des femmes quand je dis ça, parce que je comprends, il y a quelque chose de très humain de croire que les personnes qui nous entourent, donc y compris les hommes, sont cool. Et voilà, moi je suis pas là pour dire non, vous êtes nuls, c'est pas le sujet, mais de mon point de vue, j'ai besoin de voir la réalité en face, et moi c'est ça la réalité que je vois. Donc je tenais vraiment à en parler, et ça fait un moment que j'ai réfléchi, j'ai même posé des questions à des hommes autour de moi, et là ça bouillonnait quoi. Et je t'en ai parlé, et pourquoi est-ce que je tombais très bien avec toi? Je pense que j'ai un peu le même vécu que toi, c'est que je partais du principe que comme je suis entourée d'hommes avec qui j'arrive à communiquer, qui sont plutôt bienveillants, j'étais partie du principe que les hommes qui m'entouraient étaient des hommes féministes, un peu dans ce truc de il n'y a jamais eu de choses vraiment très problématiques qui se sont passées, dans mon cercle très proche je parle. Et on adore le festival de la cité, quand je dis on, c'est tout mon groupe d'amis et puis également mon mari, on y va avec plaisir et la qualité des spectacles est toujours incroyable. Et cet été il s'est passé un truc, j'étais avec mon père et avec mon mari et on est allé voir un spectacle qui s'appelle Rage, qui est d'une metteuse en scène qui s'appelle Émilienne Flagotier. C'est un groupe de comédiennes qui prennent tour à tour le rôle de l'homme pour dénoncer le sexisme primitif du quotidien, finalement les petites scènes auxquelles on est toutes confrontées en tant que femmes. Ça peut être une remarque sur ce que vous venez de mettre dans votre panier de courses, genre un petit cadeau pseudo-bienveillant, je vous rajoute une sucette madame, et puis ou de dire ah madame est gourmande, tout ce genre de trucs. Il y a aussi pas mal de scènes du couple où l'homme n'écoute pas la femme, qui sont finalement des choses un peu anecdotiques mais qui mises bout à bout font quand même une longue liste et des kilomètres de choses dont on a envie finalement de se débarrasser au quotidien. Et toute cette petite scénette, il y avait systématiquement des comédiennes qui prenaient leur rôle de l'homme en mettant une moustache. C'était un procédé assez simple et drôle. À la fin de chaque scénette, l'homme était systématiquement tué de façon extrêmement violente. Et c'est ici que j'aimerais dire que je suis trop triste d'avoir loupé ce spectacle. C'était incroyable. C'était très surprenant parce que moi-même, je suis passée par des phases diverses à me dire attends, ces scènes du quotidien, on les connaît. Et puis, au fur et à mesure que le spectacle avançait, j'avais l'impression que ça soignait quelque chose en moi. Ah waouh. Et bien sûr que le but, c'est pas de prendre un bazooka et de tuer
tuer les hommes qui nous parlent mal, mais en fait de le voir mis en scène comme ça faisait un bien fou. Et très rapidement, j'ai constaté que dans l'assistance, beaucoup d'hommes quittaient les tribunes, dont mon mari. Ah waouh, ils ont quitté carrément. Et certaines femmes aussi, mais surtout beaucoup d'hommes. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, on n'est pas rentrés en même temps, et une amie m'a envoyé un message qui me disait chez moi, ça se frite, et chez toi. Et ce moment-là, en fait, ce spectacle rage, ça a été le début d'une discussion féministe qui est devenue quotidienne depuis, et qui a permis de mettre plein de choses en lumière et de me rendre compte que finalement, disons, les illusions dont je me berçais étaient totalement fausses et qu'en fait, le travail était grand et que même les mecs cool, mais en fait, ils n'étaient pas féministes et ils ne savaient pas ce que c'était être féministe et que c'était pas suffisant, quoi. C'est là que je me suis dit que ce serait très bien de faire cet épisode ensemble parce que moi, j'avais trop peur de cette réaction de « oui, ok, mais juste pas mon mec, quoi. Mon mec, il est cool. » Ouais. Et ça parle beaucoup, je trouve, de l'état des lieux, du fait que j'étais très craintive quand je t'en ai parlé. J'étais là, en fait, j'ai un sujet, mais je sais pas s'il t'intéresse. Enfin, voilà. Ouais, bah parce qu'en fait, on connaît aussi ce truc d'en discuter avec des copines qui disent « mais non, avec mon mec, c'est super, c'est cool. Puis d'ailleurs, j'ai même le droit d'aller boire une bière de temps en temps avec mes copines. » J'ai de la chance avec mon mec. Voilà, j'ai de la chance. Ça fait flipper. Puis en plus, quand tu vois à quoi tient la chance, tu te dis « ouh là là, c'est peu quand même. Tes attentes sont minuscules. » Quand tu dis « j'ai de la chance avec mon mec », déjà, c'est reconnaître de manière ultra implicite qu'on a un vrai problème avec les mecs. C'est qu'il y a pire. Ça veut dire que toi, t'as un standard ou une barre qui est quelconque, t'as une référence du mec machiste, on va en parler après en plus, et tu dis « moi, j'ai de la chance parce que le mien, il n'est pas comme ça. » C'est ça. Et c'est très étrange comme réflexion quand tu penses. C'est de se dire, de toute façon, ça peut être que affreux. Et donc, comme le mien, il est pas si terrible, parce que j'ai des copines qui s'en sortent plus mal, bah finalement, j'ai de la chance. Surtout de parler de chance d'un partenariat que tu as choisi. Ça part de la gentilité des femmes qui est très absente de parler de chance, parce que c'est comme si, là on sort complètement du script, c'est pas grave, c'est comme si en fait de toute façon tu vas être en couple, c'est une donnée que t'as pas choisie. De toute façon, tu vas être un mec, c'est une donnée que t'as pas choisie. Et puis j'ai de la chance, je suis tombée avec un bon. Ouais, c'est une sorte de loto, quoi. Oh, le mien, il me tape pas sur la gueule. C'est ça, exactement. Pourquoi est-ce que c'est polémique de dire qu'il n'y a pas d'hommes féministes ? Parce que je remarque que ça fait réagir quand je le dis. Je vais faire un listing de trucs et tu interviens quand tu veux. Ok. La première chose que j'ai remarqué, c'est que on va très rapidement crier misère quand on va faire des affirmations qui vont diviser la population en hommes et en femmes. Mais surtout si ça concerne les hommes. Parce qu'en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'on a une société entièrement construite sur la base binaire, c'est-à-dire hommes et femmes. Tout le sexisme, toute la misogynie, elle est basée sur une série d'a priori que les femmes sont faites pour ci, pour ça, notamment. Elles sont plus sensibles, les femmes, on le sait, les femmes, elles sont plus fragiles, elles sont plus... j'en sais rien. Et pour les hommes aussi, hein, on va dire plein de trucs, ils sont plus... je sais pas, c'est quoi Fort, ouais. Moins émotifs. Courageux. Rationnels. Ambitieux. Et tout ça, ça passe parce que c'est complètement accepté. Mais du moment que tu dis autre chose qui sort de ce que les gens veulent entendre et tu le divises par hommes et femmes, tout d'un coup les gens crient misère. Et t'es là, en fait vous faites ça tous les jours et moi là je suis en train de dire non, les hommes féministes n'existent pas, vous l'acceptez pas alors que vous acceptez un paquet de trucs sur les hommes. Donc ça je pense c'est un premier phénomène qui fait que ça passe pas. L'autre truc c'est que on confond ce qui est possible avec ce qui est réel, avec ce qui est juste une réalité statistique. Moi je suis pas en train de dire que c'est impossible que les hommes soient féministes. C'est une possibilité tout à fait là et même ce serait top. On que les hommes encourage. soient... Vraiment, ce serait vraiment top. Je dis pas qu'ils peuvent pas l'être, je dis vous ne l'êtes pas. Et si vous me dites non mais il faut pas juste dire que tous les hommes sont pas comme ça, je suis là je veux bien ne pas le dire. Je parle de la réalité que je vois de mes propres yeux. Je suis désolée, mes yeux, mes oreilles, mon nez. Je connais pas d'hommes féministes. Et on va en parler après. C'est quoi qu'on appelle féministe. Le troisième élément que moi je vois, c'est que les femmes ont pas envie de croire que les mecs sont pas dans leur camp parce que c'est trop dur. C'est juste difficile et ça c'est humain et ça je le comprends. On vit dans un monde complètement géré par les mecs et je sais que ça change maintenant mais ça reste globalement géré par les mecs, les premiers ministres, les présidents, les chefs, les patrons, tout ça c'est des mecs. Il y a un peu ce phénomène Romy en parlait dans un autre épisode de syndrome de Stockholm sociétal, c'est-à-dire que tu commences à avoir de l'empathie pour les gens qui sont en pouvoir et je pense que c'est trop dur de penser qu'ils sont pas dans ton camp, qu'ils veulent pas forcément ton bien. Oui et puis de prendre conscience aussi du système dans lequel tu évolues, c'est hyper flippant. Se dire en fait il y a quand même des camps malgré tout, et qui sont pour la plupart du temps inconscients, parce qu'on dit pas que tous les hommes sont consciemment contre le féminisme.
c'est Tout à qu'ils fait. sont pas féministes, en fait. Ouais. C'est deux choses différentes. Et en fait, de prendre conscience qu'il y a vraiment deux camps, et puis que les hommes qui t'entourent, et puis les hommes en général, ou la majorité des hommes, disons, ne font pas partie de ton camp, c'est vertigineux. Ça casse le cœur, en fait. Moi, j'ai commencé à dire ok, bah regarde les voitures passer et regarde qui conduit. Et en fait, ça marche méga bien. Si tu prends juste cet élément-là et tu dis ok, copine, tu as l'impression qu'il se passe rien, il y a pas de problème, juste reste au même endroit, dans un café, regarde la vie se passer, ne regarde pas ton téléphone et regarde juste les interactions entre les gens, regarde qui conduit les voitures, regarde comment ça se passe pour s'asseoir à table, comment s'assied le mec, comment se passe la commande, comment on s'adresse aux gens, comment les hommes regardent les femmes qui passent et tout ça. Et puis juste ces 14 minutes que tu passes au café, et ben elles sont des fois édifiantes et elles permettent un peu d'ouvrir les yeux. Ouais. Alors après tu peux dire non mais c'est agréable d'avoir un mec qui te regarde passer. Non. Non. Non, c'est Je peux pas te jure, c'est pas agréable. Non, non. Et là, je vais peut-être prendre un moment pour dire, c'est que je suis pas en train de dire que toutes les femmes sont féministes et tous les hommes sont pas féministes, parce que j'entends les hommes crier. Moi, je connais plein de femmes qui sont pas féministes. Je sais qu'il y a plein de femmes qui sont pas féministes, mais toutefois, il y a beaucoup de femmes qui sortent dans la rue le 14 juin et plein d'autres dates pour se battre contre le patriarcat. Vraiment, c'est une rage dirigée contre le patriarcat et je vois pas le même phénomène chez les hommes. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais. Et il y a aussi un truc très drôle et que je vis de manière pas très fréquente, mais quand même avec le podcast, c'est que les hommes ne supportent pas être exclus. Et du moment que tu leur dis, bah vous êtes pas comme ça, t'es là genre quoi? Comme si tu les exclus d'un camp. Et ça m'arrive avec le podcast, avec des hommes déjà qui se crispent dès qu'ils apprennent qu'on a un podcast féministe ici. Et après, quand je leur explique un peu le concept vite fait, et puis je leur dis que voilà, les hommes sont pas invités, mais c'est dans le concept en fait. Il y a que les femmes et les personnes sexisées, non-binaires, trans qui sont invitées. Ils ont rien écouté du podcast, ils savent rien et ils sont tout de suite, ils m'attaquent en fait. Parce qu'ils supportent pas être exclus. Ils ont tellement l'habitude d'être représentés partout et d'être inclus partout qu'ils supportent pas ça. Et en plus, je suis désolée les gars, cette éducation millénaire misogyne fait que dès que tu peux, tu vas critiquer les féministes. Et c'est très facile de critiquer les féministes, ou n'importe qui d'ailleurs, en leur disant c'est pas cool parce que tu exclus quelqu'un. Parce que c'est une critique méga facile en fait. Oui, puis ça te permet de t'auto-exclure et de pas t'intéresser. En fait, c'est la facilité. De critiquer en disant tu m'invites pas, ça permet aussi de dire attends, mais bah, du coup, c'est pour ça que je m'y intéresse pas. C'est parce que je suis exclue. Mais oui, mais t'as raison. Ça valide. Ça valide le fait de pas du tout entrer en matière et puis de se dire c'est pas mon combat, je suis pas invitée. Bah moi, c'est pas que je veux pas m'intéresser, mais vous me voulez pas de moi. Exactement. Et c'est trop facile. Ouais. Et du coup, je pense pas du tout que c'est une liste exhaustive, mais je pense que c'est un peu une liste de quelques phénomènes qui font que, en fait, dès que tu dis ça, tu te prends un peu dans la gueule, quoi. Et mais moi, le point qui me touche le plus, en fait, que je vis le plus mal, là, je parle vraiment des femmes parce que c'est avec les femmes que je cherche une sororité en ce moment et que je cherche une relation, c'est vraiment ce phénomène où on n'a pas envie de voir que notre mari, notre père, notre frère, notre meilleur pote, en fait, il est aussi problématique. Et ça veut pas dire que tu dois les renier ou les chasser de ta life, mais de le voir, ça fait du bien parce que si on le voit pas, franchement, c'est dur. Et en même temps, se confronter à la réalité, c'est tout aussi dur parce que t'es obligé d'ouvrir les yeux sur une situation qui est douloureuse, en fait, de te rendre compte que quand tu parles à ton père au téléphone et qu'il t'explique que la société patriarcale, elle est normale parce que les singes, bah, ils fonctionnent comme ça. Et tu te dis que, ouais, mais bon, ok, j'ai ouvert les yeux, mais ça me fait quand même super mal. C'était mieux avant quand je savais pas que tu pensais ça. Ouais. Des fois, l'ignorance, en fait, c'est peut-être aussi une façon de se protéger parce que la vie, elle est déjà tellement dure pour les femmes que si en plus tu dois te rendre compte que les hommes qui t'entourent ont des comportements un peu problématiques ou des paroles problématiques, eh ben, ça suffit, quoi. Je pense ce qui me fait très mal là-dedans, c'est qu'on a tellement été gaslighté longtemps avec l'idée qu'on vivrait dans une société égalitaire. Quand tu prends conscience en tant que femme, ou en tant que personne opprimée, qu'en fait, on se fout pas mal de ta gueule et on vit dans une société de domination et tu prends le courage d'en parler, chaque personne qui te dit « oui, mais en fait, mon mec est cool »,« oui, mais en fait, t'exagères un peu », c'est trop dur à vivre. Parce que toute ta life, on t'a dit c'est dans ta tête. Et là, quand tu commences à savoir que c'est pas dans ta tête et que tu as le courage d'en parler et on te redit quand même le truc c'est dans ta tête, c'est chaud. Et moi, quand tu me dis oui, mais mon mec est sympa, c'est un peu me dire c'est dans ta tête. Ouais, ou te dire ce truc de not all men, quoi. Not my man. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on voit le sexisme chez les hommes qui nous entourent? C'est pas une question facile, je trouve. Et je pense quand même qu'un des enjeux, c'était justement mettre à jour l'image du mec machiste. Revenir un peu à la base. Arrêter les étiquettes de base qu'un mec musclé serait nécessairement machiste, la voiture, le gars qui tape sa femme, ou le gars... Enfin, je sais pas moi. Mais en fait, c'est quoi un mec sexiste en 2023 à Lausanne? C'est ça la vraie question, en fait. Une des choses, et qui revient un peu... Enfin, finalement, qui est le prolongement de ce que tu disais avant, c'est que
et de ce qu'on a commencé à dire, c'est de dire, bah voilà, moi, mon mec, il me tape pas, donc il est pas macho, on n'est pas dans un système patriarcal. Puis mon mec, des fois, il va chercher mes enfants à la crèche. Donc en fait, il est pas macho, on n'a pas de relation dominé-dominant, etc. Et en fait, une des questions que ça pose, c'est que effectivement, la masculinité, ou l'expression de la virilité plutôt, elle évolue. Peut-être il y a une mise à jour à faire sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui la domination, comment elle s'exprime. C'est vrai que les choses ont évolué, et c'est vrai qu'il y a des discours qui changent et que les hommes se positionnent différemment, qu'ils ont une place un peu plus proche des enfants qu'avant, et ça c'est bien, il faut le noter. Ouais. Toutefois, c'est toujours pas des hommes féministes, donc il y a cette question de mise à jour, non J'y tiens vraiment à cette question, et j'avais adoré faire l'épisode avec Diana, saison 3, parce qu'elle parlait de son ancien patron, puis elle disait c'est un faux cool, et j'ai adoré le concept. Super. Ouais, le concept du faux cool. Et j'ai vraiment trouvé qu'on touchait à quelque chose de l'état des lieux du machisme, en fait. Je trouve que notre définition de l'homme machiste, ou comme tu dis, de l'expression de la virilité, ou alors de la bonne masculinité, c'est un truc où on compare soit avec les générations d'avant, soit avec les gens ailleurs. Donc en fait, on aura par exemple, comme tu disais avant, on aura un mec qui tape, c'est un machiste. On aura un peu des images ultra caricaturales, imprégnées de racisme aussi dedans. Un mec avec des gros muscles qui a des SUV en centre-ville de Lausanne. Si c'est ça l'image du mec machiste, ça veut dire que tous les autres le sont pas. Et c'est bizarre. Genre les mecs à vélo sont méga féministes. Alors que je pense que c'est juste une question de la bonne masculinité qui a évolué. En tout cas, dans notre cercle, par exemple, la bonne masculinité, c'est en effet le mec qui est pas trop en grosse voiture. C'est le mec qui va chercher ses enfants à la crèche, qui va changer de temps en temps une couche. Et c'est le mec qui, de temps en temps, il va tenir un discours, il va dire quelques trucs féministes de temps en temps. Il aurait été une fois en violet à la grève féministe. Il soutient sa femme quand elle veut demander une augmentation de salaire et il trouve qu'elle a raison. Et oui, bien. Ça, c'est bien ça. Hein. Ouais. T'as raison, il faut que tu demandes et que tu te battes. Vas-y, bats-toi. Et t'es là genre, regarde, mon mec, il est incroyable. Ouais, il me soutient, il trouve que je mérite plus. Je trouve qu'il y a un problème de barre qui est trop basse de la part de nous. Et il y a un problème d'image qu'il faut mettre à jour. Et du moment qu'on met à jour l'état des lieux, c'est là qu'on peut commencer vraiment à voir un peu les choses comme elles sont. Parce que continuer à comparer les mecs d'aujourd'hui avec les mecs des années 50, ça n'a pas de sens. Ouais, et puis il y a quand même pas mal d'hommes qui se sont quand même investis dans les luttes féministes depuis qu'elles existent. Et puis le nier, c'est mentir. C'est juste que le féministe d'aujourd'hui, c'est pas le féministe d'hier. En fait, on lui demande de changer son comportement et de se remettre en question. Ouais. Et donc ça nécessite de redéfinir le nouvel homme cool, le vrai homme cool en fait. Exactement. Ça suffit pas aujourd'hui de dire il va chercher les gosses à la crèche donc il est cool. Ouais. Parce que si derrière il fait plein de trucs pas cool, comme il t'écoute pas parler, comme il reconnaît pas ton vécu, ou il veut pas modifier un comportement qui te dérange, quand tu lui dis mais en fait c'est machiste ce que tu fais, et là il utilise son pseudo-féminisme pour mieux dominer, parce que ça on le voit tous les jours, des mecs qui vont dire mais en fait non c'est pas vrai que je suis machiste, regarde j'étais avec toi à la grève, regarde je vais chercher mes gosses, mon père il a jamais changé une couche. En fait tout ce qu'il fait c'est qu'il utilise son pseudo-féminisme pour mieux te dominer. Donc ça c'est un machiste. C'est un peu des mots-clés, quoi. Oui. Je te donne des mots-clés parce que c'est ça que j'ai entendu, j'ai glané des informations et puis j'arrive à les utiliser à des moments. Ouais. Et en même temps, je remets rien en question de ce que je fais, de ce que je suis et de ce que je dis le reste du temps, quoi. Voilà. Et puis c'est super de me soutenir. En fait, j'ai envie qu'on partage la charge mentale. Ouais. J'ai pas juste envie que tu me soutiennes. Je trouve qu'il y a du coup des grands sauts qui sont faits. Je voudrais recommander une chaîne YouTube Thé Noir. La chaîne est en anglais. Et en fait, elle analyse beaucoup de pop culture sous le prisme féministe, antiraciste, grossophobe, standard de beauté, tout ça. Et disait ce truc très intéressant, il disait « On va trop rapidement croire que nos artistes préférés sont des alliés féministes ou antiracistes. » Je paraphrase, mais en gros, il y a ce phénomène qu'on fait trop de sauts. Donc si ce mec tape pas sa femme dans la rue, c'est un bon gars. Et si c'est un bon gars, c'est un allié féministe. Et c'est des bons qui sont facilement faits, en fait. Et même si on dit pas que c'est des alliés féministes, on va s'arrêter à c'est des bons gars. Ça, c'est moi qui parle, non pas elle. Moi, je trouve même que des fois, quand moi je suis exigeante et je dis oui, ok, c'est peut-être un gars cool, je veux dire, il n'est pas violent, mais il n'est pas féministe, il y a limite un côté où on me regarde en mode tu vas trop loin, on va quand même pas demander aux mecs d'être féministes, c'est trop leur demander. C'est trop les sortir de leur zone de confort. Et ce qu'elle disait, cette femme, j'ai pas son nom, mais Thé Noir, la chaîne, elle disait en fait, allié, ça veut dire que si ton allié va en guerre, tu vas avec lui ou avec elle. Ouais. Et si tu fais rien, t'es juste spectateur. Et j'ai l'impression que beaucoup de mecs, enfin la plupart des mecs sont juste spectateurs, et nous, on a envie de croire qu'ils sont alliés, donc tant qu'on n'a pas vu qu'ils sont carrément contre nous, c'est-à-dire ils nous tapent pas, c'est des alliés. Et je trouve que ça fait tout un phénomène d'amalgame qui fait qu'on voit pas qu'il n'y a pas de mecs féministes. On leur donne trop facilement des médailles, en fait on en revient toujours à la même chose, mais c'est que tu réponds pas aux critères basiques du machisme, donc tu es un allié. Non, en fait il y a plein d'étapes entre ça, et il y a aussi tout simplement le mec qui s'en fout, qui est, effectivement n'est pas un gros macho, mais qui s'en fout des
combat féministe et qui de ce fait n'est pas un allié, mais en fait les étapes elles sont multiples. Et puis faire un bond comme ça, c'est un peu trop facile de décerner une médaille comme ça. Moi, j'ai été à une conférence l'autre jour sur le genre dans l'espace public. Une des spectatrices de la conférence, elle pose une question, elle dit « Je suis très surprise, on parle du genre dans l'espace public, puis il y a peu d'hommes dans la salle. Ouais. » Et la modératrice, elle fait « Oui, effectivement, il y a très peu d'hommes. D'ailleurs, je propose qu'on les applaudisse. » Non. Et moi, je me suis dit, quoi ? Mais encore ? Mais pourquoi ? Pourquoi on les applaudit ? La question, c'est pourquoi il y a si peu d'hommes alors qu'on parle du genre dans l'espace public ? L'espace public, il est à tout le monde. Elle dit ça, et j'avais envie de quitter la salle. J'étais en train de dire, mais pourquoi on n'applaudit pas déjà les femmes qui sont là ? Pourquoi on applaudit toujours les hommes ? Sur 60 personnes, il y a 7 hommes, et donc on va les applaudir. Pour moi, ça c'est exactement la même... c'est le même procédé que de dire, lui, il est pas si mal... Donc c'est un allié féministe. C'est toujours ce truc de... On donne des lauriers trop rapidement, quoi. On donne des lauriers trop rapidement parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. S'il y a que 7 hommes, où sont les autres ? Mais c'est vraiment triste à part ça. C'est très triste. C'est vraiment cette éducation de toujours caresser les hommes dans le sens du poil. Vraiment genre, bravo. Faut pas les fâcher, en fait. Faut pas les fâcher, ça parle d'un danger, en fait. Il y a cette question qui est prépondérante. Et d'ailleurs, pareil, quand tu écoutes des podcasts où on parle des hommes, très souvent, et même j'étais assez étonnée la dernière fois parce que j'écoutais un podcast qui était le 100e de la poudre. Elles essayaient de définir les futures féministes. On parlait beaucoup des hommes pendant ce podcast. Et systématiquement, il y avait une phrase qui était placée et qui disait, de la part d'une des femmes, qui était « mais pas tous les hommes ». Oh, come on. Donc encore une fois, on modérait les propos de façon à ne pas vexer, pour surtout ne pas avoir peur que tous les hommes quittent l'audience. Est-ce qu'on est obligé de dire ça à chaque fois ? On peut pas dire « not all men » une fois pour toutes, et puis à toi de pas faire partie de ces hommes-là, et à toi de faire tes preuves, et pas nous toujours à te dire « t'inquiète pas, je parle pas de toi ». Enfin, il y a plein de choses que je déteste dans la phrase « not all men », parce que je pense complètement que ça concerne tous les hommes. Ça veut pas dire que tous les hommes sont des violeurs, je trouve juste que ça concerne tous les hommes. Un des trucs problématiques que je trouve de la phrase « not all men », c'est que ça permet à tout gars qui écoute de dire « ah, pas moi ». Exactement. Toi, dans ton canapé, tu n'es pas concerné, parce que la « not all men », et en fait, du coup... tous les hommes ont ce soulagement et personne ne fait le travail. Et en fait, j'ai l'impression que c'est contre-productif de donner cette phrase. Disons plutôt tous les hommes et aux hommes de dire « bah non, pas moi » en faisant ce qu'il faut. Ou de se dire moi là-dessus, mais pas là-dessus. Que se questionner, en fait. Exactement. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a plein de choses, t'es au courant, mais tout d'un coup, ça te frappe différemment. Mais ça m'a frappé quand elle a dit « applaudissons les hommes » parce que je trouve ça vraiment, vraiment triste. Ah oui, mais c'était violent. Et puis surtout, toutes ces femmes qui sont là depuis le début et qui vont à toutes les conférences et qui œuvrent au quotidien et qui sont des professionnels et qui sont compétentes. Finalement, on applaudit qui ? On applaudit les 7 hommes qui sont dans la salle. C'est chaud. C'était vraiment hyper choquant. Mais moi, j'ai eu cette expérience récemment. Récemment, le podcast a été publié dans Le Temps, donc on était trop contentes. Mon mari partage l'article dans un groupe WhatsApp et une femme dans le groupe dit « bravo, c'est trop cool » et bravo à Vincent pour son soutien constant. Merci Vincent d'être à l'origine Vincent. de tout. Qu'est-ce que je... On pourrait aller lui jeter des confettis. Aïe aïe aïe, j'ai cliqué sur le bouton transfert. Merci de m'envoyer des médailles par milliers. C'est incroyable, hein. J'ai rien fait pour que ma meuf soit sur le journal de Temps. Et c'est terrible que ça vienne d'une femme, ça fait encore plus mal. Mais oui. Il y a aussi cette question de... Au-delà du mec sexiste, moi j'ai quand même l'impression que les mecs qu'on trouve cool se trouvent cool eux-mêmes aussi. Ouh. Donc ils n'ont pas conscience du fait qu'ils sont dans un système qui les dépasse. Et comme ils n'ont pas pris le temps de se questionner, ils ont des comportements sexistes ou des bénéfices cachés de ce qu'ils ont mis en place dans leur cadre familial, professionnel, etc. Et dont ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne se rendent pas compte eux-mêmes, parce qu'ils ne l'ont jamais questionné, qu'ils font partie de ce système patriarcal et donc qu'ils en bénéficient, qu'ils ont aussi des comportements qui en découlent, qui ne sont pas OK. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'il y a le mec machiste, effectivement, le mec primitif, qui fait des choses machistes consciemment et qui a des bénéfices non cachés, et puis il y a celui qui tout simplement n'a pas pris le temps de... Mais moi je trouve que le mec, celui que tu décris, là où il devient machiste, là où se manifeste le machisme, je trouve, c'est que quand toi, en tant que meuf, tout d'un coup t'arrives et tu dis, en fait, là, ton comportement, ça me va pas, parce que c'est sexiste, lui, on lui a tellement jamais dit qu'il peut être problématique, elle va dire, en fait, c'est toi la problématique. Dire aux meufs que, en fait, c'est toi le problème, c'est de la misogynie vieille comme le monde. Ouais. Littéralement, en fait. Et du coup, c'est là que tu deviens machiste. Oui, t'as raison. De toute façon, le comportement est problématique, quelle que soit son origine. Et je trouve que peut-être, pour vraiment dire c'est quoi un homme en fait sexiste ou machiste en 2023 à Lausanne, je commencerais par ce truc de base. Est-ce qu'il remet en question ce que tu dis ? Parce que moi, je suis entourée de mecs qui remettent tout le temps en question ce que je dis. Et en effet, c'est des bons gars, ils changent des couches.
Mais moi, j'ai un homme de ma famille qui a remis en question mon vécu du Covid. C'est incroyable. Et c'est un gars qui change des couches, encore une fois. Il va chercher ses gosses à la crèche. J'avais dit j'étais vaccinée, puis c'était quand même dur le Covid. Enfin, j'étais un peu fâchée comme ça. Et il était là, mais non, mais c'était rien, non? Je dis, c'était pas facile, je suis encore fatiguée, ça fait une semaine. Mais non, mais t'as rien eu. Et en fait, on a fini par s'engueuler parce que moi, je devais me battre pour que mon vécu d'une maladie soit reconnu. Et pour moi, ça, c'est du machisme. Et ce que je trouve triste, c'est que beaucoup de femmes vont dire c'est vrai que je suis un peu une faible quand même, hein. C'est vrai que j'ai rien eu, j'ai pas fini à l'hôpital, alors c'est pas grave. Mais non, c'était dur, c'est chiant ton Covid, quoi. T'as le droit de le dire. Oui, puis t'as le droit de... Enfin, c'est pas pour rien qu'on met des échelles de souffrance et que Mais oui. elles sont là et elles sont différentes en fonction des gens. Et puis, t'es pas plus sensible parce que tu t'as envie de dire que t'as mal vécu le Covid, parce que c'est la vérité, en fait. Mais oui. C'est juste la vérité. C'est pas une question de sensibilité Donc, ou de ouais. féminité. Donc du moment qu'on vient essayer de me dire qu'en fait je me plains trop facilement, quoi, bah pour moi ça c'est du machisme. Parce qu'on vient anéantir mon vécu et c'est pas anodin. Ouais, je suis d'accord. Le machisme là est dans le fait que tout d'un coup c'est toi le problème et pas ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Moi ça m'est déjà arrivé dans le milieu professionnel, je venais de commencer, j'avais un client compliqué et quand j'y pense maintenant, il était en effet compliqué, il avait des comportements pas ok. C'est ce genre de client qui a de la thune et qui croit que les architectes c'est son staff. Et j'ai mon collègue qui m'a dit non mais toi tu prends des choses personnellement quand même. Et tu sais, à l'époque j'étais plus jeune, pendant 10 minutes tu te remets quand même en question. T'es là genre est-ce que j'ai pris ça personnellement, est-ce que j'aurais dû m'en foutre? Et en fait quand j'y pense aujourd'hui j'étais là mais pas du tout, le gars il était pas ok en fait. Au lieu de dire oui il y a un problème dans la situation, je dis rien de neuf mais c'est les femmes les boucs émissaires éternels, quoi. On a tellement normalisé le comportement dénigrant envers les femmes que nous-mêmes, on trouve plein de comportements qui sont franchement dénigrants, normaux, et du coup, ça faut aiguiser le regard. Moi, là, je vais parler j'en ai jamais parlé d'ailleurs, un vieux pote. On avait une sortie voile de prévu, et en fait, c'était la première sortie du bateau après des travaux. Du coup, on avait mis c'est un truc qui s'appelle le grand pavois. C'est plein de petits drapeaux sur le bateau, c'est un truc de fête, et je savais qu'on allait le mettre, mais bref, moi, j'arrive au port, j'avais une casquette, j'arrive jusqu'au bateau, je dis salut aux gens, et je lève la tête, et je dis « Ah ouais, j'avais pas vu !» Et j'étais contente, c'était joli. Et il y a mon pote qui me dit « T'avais pas vu ?» Il se fout de ma gueule. Mais vraiment, gratuitement. Mais pourquoi faire? Mais parce que c'est un macho. Il a l'habitude de dénigrer les blondes. Ça me prend un petit peu au hasard et je veux pas envenimer les relations. Ça fait 30 secondes que je suis arrivée, on va pas tout de suite faire la guerre. Et je dis bah oui, parce que j'avais la casquette en fait. Ah ouais, donc tu te justifies en plus. Je me justifie parce que j'avais pas vu le grand pavois dans mon fucking bateau. Et puis là, il dit oh, genre la casquette. Quoi? Mais pourquoi faire? Pour se foutre de ma gueule. C'est gratuit. Et il a eu plusieurs comportements comme ça pendant toute la sortie. Il en a eu aussi avec sa propre meuf. Ce mec, les meufs, c'est juste des meufs. Les blondes, c'est juste des blondes. Enfin, tu vois, dans le stéréotype, quoi. Tout prétexte est bon pour me dénigrer. Mais ça, je trouve qu'il faut y aller pour le voir. Et lui, par ailleurs, il est considéré comme un mec cool? Oui, bien sûr. Il est architecte, il n'est pas musclé, il n'a pas de grosses voitures. D'ailleurs, il déteste les grosses voitures. Et il connaît un peu la théorie féministe. Dans le passé, il a déjà râlé contre ses patrons parce qu'il les trouve machistes, parce qu'il demande aux meufs de faire les cafés. Du coup, il remarque, il dit non mais ils sont graves, hein, ils demandent aux femmes de faire le café. Bah du coup, en tant que meuf, t'oses pas le traiter de machiste, parce que regarde comme il est cool. Regarde comme j'ai de la chance. Lui, il remarque que les femmes sont maltraitées dans son boulot. Mais lui-même, il fait quoi? Il utilise ça pour mieux dominer, en fait. Ouais. Pour que tu fermes ta gueule. Pour moi, ça, c'est un exemple, justement, de sexisme fin dans le sens qu'on n'a pas appris à le voir. Ouais, où finalement, comme il est défini cool pour toujours, et c'est comme une sorte de tatouage qu'il a, et que quoi qu'il fasse, maintenant il est cool, parce qu'il est peut-être allé au 14 juin à la manif avec sa meuf, ou qu'il l'a autorisé à y aller. Exactement, il s'est occupé de ses enfants quand il a fait ça. C'est ça, il s'est occupé de ses enfants, il a remarqué que c'était toujours des femmes qui faisaient les cafés, et puis il a aussi remarqué que c'était pas cool les mecs qui conduisent toujours, parce que lui il se trouve qu'il est cycliste. Et il déteste puis, les voilà. SUV. Oui, lui il a un vélo, bien sûr. C'est ça, la bonne masculinité aujourd'hui, c'est le vélo, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ouais, moi j'aimerais qu'on ait une discussion, comme pour ouvrir en fait des nouvelles zones grises, ça c'est un peu toujours l'idée, c'est que c'est quoi un comportement machiste, mais que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Mon exemple, il n'est pas dans le machisme, il est plutôt dans le non-féminisme. Si on dit que c'est pas féministe, on pourrait dire que c'est machiste. Est-ce que d'accepter que des comportements inadéquats de la part de nos potes aient lieu, comme tu disais tout à l'heure, en étant spectateur, sans agir, est-ce que ça, c'est pas machiste aujourd'hui, quoi? De ne pas remettre en question les choses auxquelles on assiste dans le milieu professionnel et dans le milieu privé, c'est pas le machisme 3.0? Est-ce que justement, si tu dis que t'es féministe, et d'ailleurs j'ai lu une stat qui m'a fait halluciner, j'ai lu que 54% des Français hommes se définissent comme féministes, et je me suis dit, mais... What?
J'aurais pas pensé. 54%, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. J'ai réfléchi à tous les hommes que je fréquente et que je connais en France. Et en fait, j'ai pas réussi à en trouver un. Je me suis dit, mince, je suis pote avec que les 46%. Et après, en questionnant cette statistique, l'intitulé de la chose, c'était bien 54% des hommes se définissent comme féministes. Et donc, du coup, ça veut pas dire qu'ils sont féministes, ça veut dire qu'ils se définissent comme féministes. C'est quand même beaucoup. C'est énorme. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pieds au mur, mais il y a ce côté un peu, justement, du nouvel homme cool qui est féministe. Le faux cool qui est féministe et qui dit qu'il est féministe, sous prétexte qu'en fait, il est assez d'accord avec l'idée que les hommes et les femmes devraient être égaux en droit, ou sont égaux en droit, parce qu'ils voient pas, par contre, le fait que c'est pas tout à fait le cas encore. Non. Et pour moi, c'est ça un peu, c'est de se dire... Mais bien sûr que je suis féministe parce que les hommes et les femmes, ils sont égaux. Et d'ailleurs, il y a un sociologue qui s'appelle Kimmel qui définit hyper bien le féminisme. C'est que être féministe aujourd'hui, c'est être d'accord avec la phrase suivante. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux aujourd'hui en droit, mais ils devraient l'être. Ouais. Donc c'est à la fois être d'accord avec le postulat qu'il y a une égalité des droits, enfin, devraient être égaux en tout cas, socialement et professionnellement, enfin sur tous les aspects de la vie, ils devraient être égaux, mais ça n'est pas le cas. Et en fait, si tu oublies une des deux choses de ce postulat, eh ben, tu ne peux pas être féministe. C'est-à-dire ne pas être lucide sur le fait que c'est pas le cas, eh ben, c'est pas être féministe, et ne pas être d'accord avec le postulat qu'ils sont égaux par essence, c'est pas être féministe non plus. C'est super, parce que je trouve qu'un problème très récurrent, c'est en effet les gens qui veulent pas reconnaître que l'égalité n'est pas là. Ouais. C'est super, ouais, comme définition, je trouve. Parce que souvent, le gaslighting continue parce qu'on te dit « Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais pas en Suisse, en Afghanistan. » Ouais, c'est ça. Moi, le faux cool, là, ça me dérange énormément. Je sais pas quoi faire et pour vivre avec eux, et pour qu'on en parle ouvertement, sans qu'on me traite de la meuf qui cherche la petite bête. Si on parle de la mise à jour, donc en fait du sexisme, de l'état des lieux, je partirais vraiment du point de vue « Est-ce que t'es écouté ? Est-ce que t'es remise en question ? Est-ce que ce que tu dis a un impact ?» Parce que souvent, il y a aussi un truc méga vicieux quand tu es en relation avec des hommes, qu'ils soient personnels, professionnels, c'est égal. C'est qu'on va dire mais derrière, rien ne change. Pour moi, ça, c'est le manque de considération de ce que tu as dit. En fait, ce qui est d'autant plus dur une fois que tu as conscience, c'est de voir aussi les gens que tu aimes potentiellement autour de toi, qui sont victimes de systèmes dans lesquels elles sont enfermées. Et puis, quand tu essayes d'approcher la question, eh ben, en face, il n'y a personne. Et tu te dis, mais est-ce que c'est ça le bonheur ? En fait, est-ce que Là, je digresse complètement, mais il y a quand même cette question de la quête d'une forme de libération et de se dire, en fait, pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je vis ? J'ai une seule vie sur Terre. Moi, ça me fait la même chose. Ça me touche. Je comprends que ça, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, ça me touche à un endroit existentiel. Je suis là, mais je suis pas là pour ça, quand même. Ouais. Je suis pas là pour qu'on me traite comme ça, quand même. Ouais, et puis du coup, comme t'as ses propres aspirations pour toi, et Ouais. pour ta vie, et pour la vie des gens que t'aimes, en fait, alors soit tu peux décider que tu t'en fous. Te décider que tu t'en fous pour tes copines, ça ressemble un petit peu à décider que tu t'en fous pour toi aussi. Si j'en ai rien à foutre de gens que j'aime. Mais si elle décide de s'en foutre, tu fais quoi après ? Ouais. Tu vois, Non, c'est clair. Je suis pas là pour dire que je détiens une vérité, parce que toutes les semaines, je change d'avis ou je change de position et je me dis merde, j'ai dit ça il y a 2 semaines, c'était nul. Enfin voilà. Mais voir la maltraitance ou la négligence ou l'oppression normalisée et voir en live comment des femmes et des gens normalisent ça dans leur propre vie, c'est trop dur. Ouais, après, est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une réalité objective et que c'est une vérité qu'il y a un problème de patriarcat et qu'il y a de la discrimination ? Faut pas qu'on commence à se dire je veux pas être détentrice d'une vérité et puis de nouveau modérer son propos. C'est une réalité qu'il y a des problèmes de discrimination, c'est une réalité qu'il y a des hommes en majorité qui profitent d'un système et puis que ça, c'est indéniable. Et si on commence à nuancer ça, ben, on remet tout ce qu'on est en train de faire en question, quoi. Et d'un autre côté, chaque fois qu'on a découvert une passion, une autrice, une pièce de théâtre, un film, c'est quelqu'un qui nous a soufflé une idée ou qui nous a fait part de quelque chose qu'il était en train de lire, et sans arrogance, juste à dire, bah écoute, moi j'en suis là, j'ai lu ça, c'est super intéressant, ça peut t'intéresser, et sans être dans ce truc de j'ai raison et je te famsplain ce que tu dois faire. Ouais, tout à fait. Mais juste, en fait, c'est ça aussi la découverte des choses. En toute bienveillance, pouvoir se dire, moi j'ai découvert ça, j'en suis là, j'ai envie de t'en faire part, et puis après ça t'appartient ce que t'en fais, et sans dire, c'est nul, en tant que femme, tu devrais être féministe. C'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est juste pouvoir avoir une conversation en toute bienveillance et voir où ça... Ouais, t'as raison. Où tu peux accrocher des petites choses, ou c'est juste parler des choses qui nous touchent.
Et puis avec les gens qu'on aime, je pense qu'on a le droit d'aborder des sujets intimes et qui nous touchent. Et surtout que c'est des choses qu'on vit aussi nous. On vient pas prôner je sais pas quoi, des choses qui ne nous appartiennent pas en fait, on vit des trucs méga similaires quoi. Ou donner des leçons sur des trucs dont on n'a jamais entendu parler. D'ailleurs dans ce sens encore, et pour légitimer tout le discours qu'on a maintenant, pendant très longtemps on disait du féminisme que c'est une idéologie. Et en fait le féminisme c'est pas une idéologie. Ça a un caractère scientifique. Toutes les penseuses et les penseurs du féminisme, les études sociologiques, la philosophie, ça existe et c'est fondé sur des faits réels, sur des études sérieuses. Dire c'est une idéologie, c'est faux en fait. Les textes sur le féminisme qu'on lit au quotidien, ils ont un caractère scientifique. Alors bien sûr qu'il y a des romans féministes, il y a 1000 choses, 1000 qualités de littérature différentes, mais ça permet aussi de légitimer son propos et d'asseoir les lectures comme quelque chose de sérieux, et je pense que c'est important de le faire et de dire non, c'est pas une idéologie, c'est un postulat de base. Et voilà. Mais du coup, c'est une parfaite transition, parce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début qu'on connaît pas d'hommes féministes. Et toi, tu t'es plongée dans le sujet de c'est quoi être féministe ? Je me suis plongée dans ce sujet justement quand on a commencé à discuter de faire ce podcast ensemble. Et puis je me suis dit, mais attends, le féminisme, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je peux dire, je suis féministe ? Je disais tout à l'heure, 54% des Français hommes disent qu'ils sont féministes. Comment ça, ils disent qu'ils sont féministes ? Comme si c'était un attribut, quoi. Comme si c'était, je suis féministe, je suis blanc, je suis un homme éduqué, je chose du 45... Et je me suis dit, mais attends, mais il y a un problème. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut définir le féminisme avant de pouvoir rentrer dans le débat. Parce que là, on a l'impression que c'est un attribut, au même titre que d'autres attributs. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a ce truc d'un psychologue dont j'ai oublié le nom, on s'en fout, mais c'est le système weird en anglais. Et puis ça veut dire que tu es western, occidental, éduqué, industrialisé, riche et démocratique. Toi, moi, on est weird, par exemple. Ça devient un peu des attributs qui sont acquis pour la plupart, mais en fait qui deviennent presque des attributs passifs comme être blanc. Tu es en train de dire que c'est presque comme s'il y a des gens qui ajoutent féministe à ça, en fait. Un peu genre, je le suis, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce que tu disais par rapport à d'où tu parles, c'est hyper important. Parce que d'où tu parles, c'est justement avoir la conscience des attributs qu'on a de naissance, c'est-à-dire dans quelle famille on est né, est-ce qu'on est blanc, est-ce qu'on est né dans la richesse, etc. Et de savoir, en tenant compte de ça, comment on se positionne par rapport aux choses. Mais du coup, pour répondre à qu'est-ce que c'est être féministe, la première chose, avant de dire quoi que ce soit, c'est de se rendre compte, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'existence des inégalités, de l'existence des discriminations, et donc de l'existence du patriarcat et du système dans lequel on évolue, où la majorité des hommes domine la majorité du monde, en fait, sans même parler des femmes. C'est des hommes qui dominent le monde, quoi. Et donc, d'accepter le fait qu'on fait partie de ce système, qu'on le veuille ou non, puisque c'est un système qui est universel. Donc le point de départ de tout ça, du féminisme, c'est la conscience. Donc on n'est déjà pas dans l'attribut parce qu'on est déjà en train de se poser des questions en premier. Et ça, c'est le point de départ. C'est d'être conscient qu'on vit dans un système qui nous dépasse peut-être, mais dont on fait partie. Et puis du coup, la mise en pratique de tout ça, puisque maintenant on a la conscience, donc on s'est dit, ok, je me suis posé des questions, qu'est-ce que je fais ? Et c'est de réfléchir à ça, c'est de déconstruire. La première chose, c'est ce que tu viens d'évoquer un peu avec le weird. En 1968, pendant la révolte étudiante, dans les amphis, quand les gens prenaient la parole, ils commençaient par dire d'où ils parlent. Donc justement, c'est de dire de quel milieu tu viens, si t'es blanc, si t'es hétéro, là c'est des questions blanc-hétéro, mais là c'était plutôt des questions de classe. Oui. Qui te permet de déjà te positionner toi et d'avoir conscience de qui tu es. Et ça, c'est la base de la réflexion. Parce que si tu te rends pas compte d'où tu parles, tu peux pas avoir de regard et tu peux pas analyser de façon juste la situation. Si moi je me rends pas compte, Agatha, que je suis blanche, que je fais 1m80, que je suis née dans une famille éduquée, que je suis hétéro et que je fais partie plutôt des femmes dominantes parce que j'ai un travail bien rémunéré, etc., je peux pas avoir conscience du fait que je suis quand même dans une relation de domination par rapport à plein d'autres personnes parce qu'ils sont moins lotis que moi. Ouais. Donc pour moi, ça c'est la base en fait. Ouais. C'est la compréhension du système dans lequel on est intégré et comment on prend sa place et du coup de l'humilité dont on a besoin aussi pour faire face à tout ça. C'est clair. Et puis du coup, se remettre en question par rapport à ça et accepter qu'on n'a pas notre avis à donner sur tout et pouvoir se taire, quoi. Je pense que ce travail-là vient aussi avec une conscience qui... Moi, ça m'a pas dérangé d'en prendre conscience, mais je peux comprendre que ça peut déranger. C'est que plein de choses que j'ai acquises dans la vie, c'était peut-être
pas juste, parce que c'était pas juste dû à mes compétences incroyables ou à mes capacités incroyables, c'était dû au fait que je suis blanche, que je suis grande, que je suis dans les standards de beauté, que je viens avec une confiance. Quand t'es née justement dans une famille éduquée, tu viens avec une confiance de base en fait comme ça. Et réaliser en fait que les quelque chose que j'ai accompli dans la vie, c'est pas juste parce que je suis trop ouf en fait. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on vit dans un système injuste et que si peut-être le système était plus juste et qu'il y avait une concurrence beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus fair, peut-être que plein de choses, je les aurais pas réussi. Bah, c'est exactement ça. Ouais. C'est en fait, tu le dis très bien, c'est la conscience de ses propres privilèges. Ouais. D'ailleurs, il y a un exemple qui était cité dans je sais plus quelle conférence que j'écoutais. 2 femmes qui sont dans un colloque et une femme est blanche et l'autre femme est noire. Elles ont le même niveau d'éducation puisqu'elles sont là pour des questions universitaires. Et puis la femme noire demande à la femme blanche quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu vois le matin ? Et la femme blanche, elle dit, je vois une femme. Ouais. Et la femme noire lui dit, tu vois, la différence, c'est que moi, je vois une femme noire. Ouais. C'est dire, c'est ça le principe du privilège et son caractère insidieux, c'est qu'on ne le voit pas. Ouais. C'est-à-dire que cette femme blanche, elle se caractérise pas par sa couleur, parce que le privilège, il est caché, c'est insidieusement caché. Alors que la femme noire, elle voit qu'elle est privée de ce privilège d'être blanche. Voilà, c'est un privilège au sens de la façon dont Oui. elle est traitée par la société. Et ça, c'est indéniable. Oui. Conscience de ces privilèges, c'est hyper important. C'est la base de la déconstruction. Après, tu peux choisir de le faire ou pas, mais en tout cas, ça, c'est l'étape nécessaire. Ouais. Et puis, du coup, tu le disais tout à l'heure, c'était dans les actions, c'est écouter. Ne pas discréditer la parole des femmes ou des minorités qui s'expriment, ne pas questionner ce qu'elles ressentent et juste se taire, accepter que ton vécu n'est pas le même et écouter quoi. Ça c'est hyper important de pas saper la parole, de pas discréditer la personne qui est en train de te parler quoi. Et puis il y a évidemment le verbe agir, Ouais. parce que c'est un verbe d'action, être féministe, c'est pas un attribut. Ça, j'ai trouvé très intéressant et important ce que tu as dit. Tu as dit être féministe, c'est une action, c'est pas passif. C'est ça. Ouais. Puis de toute façon, tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est des actions, parce que déjà réfléchir, c'est une action. Oui. C'est pas juste laisser la vie couler sur nous, c'est se poser la question de qui on est et dans quoi on s'installe. Ouais. Mais là, l'action, elle est vraiment de plus laisser couler, quoi. D'intervenir dans des situations où tu serais pas intervenu avant. Ouais. Ton pote, ton vague pote qui critique sa femme pour la 7e fois devant toi, alors qu'elle n'est pas là pour se défendre, ou qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Mais en tout cas, de lui dire, écoute, en fait, c'est pas marrant. Ou trouver ton propre moyen d'agir, mais en tout cas, ne pas laisser couler, quoi. Et je pense que ça, c'est hyper important. Se poser des questions sur ta propre organisation familiale, et quand je dis familiale, la famille commence à 2, donc c'est pas du tout par rapport aux enfants, mais bien sûr que l'extension, c'est les enfants, mais dans ta propre organisation quotidienne et familiale, est-ce que tu as des bénéfices qui sont au détriment de l'organisation de l'autre, du confort de l'autre et de ce qu'il vit, quoi. Ça, c'est une question qui est hyper intéressante et qui mérite de faire des petites listes. Des fois, ça permet de poser un peu le cadre, quoi, et de voir en fait, j'en fais peut-être vachement moins. Je m'en étais pas rendu compte parce que de temps en temps, je mets une lessive, mais en fait, il y a tellement de choses à faire, et tout ça, c'est tellement invisibilisé. Ouais. Et de faire l'exercice, même avec ta compagne ou ton compagnon. Faisons-le, notons tout ce qu'on fait au quotidien, et voyons où on se situe. Juste pour le jeu, quoi. Qui fait quoi et plus. Voilà. Et puis évidemment, il y a l'option militer qui n'est pas obligatoire, mais c'est une option. Ouais, aller en manif. Ouais, et puis qu'est-ce que c'est militer ? Est-ce que c'est forcément faire partie d'une asso ? Pour moi, le militantisme, il commence chez soi, quoi. Devant le panier à linge sale. Voilà, c'est ça. Et promouvoir la parole. Et puis la vraie option, c'est pour ceux et celles qui ont décidé d'avoir des enfants, de dire non aux stéréotypes dans l'éducation des enfants. Ouais. Hyper important. Faire attention à ce qu'on fait, parce qu'il y a énormément de parents qui n'ont pas conscience qu'ils élèvent leurs enfants dans les stéréotypes. Donc questionner la façon dont on se positionne par rapport à un petit garçon ou une petite fille. Apprendre la nécessité du consentement, c'est hyper important. Et puis, du coup, ne pas forcer les enfants aussi, à contrario, à faire des bisous, parce que c'est aussi des individus qui peuvent ne pas avoir envie d'embrasser Tati Germaine sur le poireau qu'elle a sur la joue. Et c'est tout à fait normal, parce que nous non plus. Et bien sûr, inclure les enfants dans la discussion. Les enfants ne sont pas que des estomacs. Ouais. Vous le savez déjà, mais je le redis. Ils sont pas que des estomacs, c'est tellement ça. Se dire, ils viennent aux manifestations si on arrive à s'organiser pour, on leur explique les discriminations qui existent, on leur dit que c'est pas ok. Le fait que tu dises que ça part de la conscience et que c'est une action et pas un attribut passif, je trouve ça méga important parce que moi, souvent, les gens qui me disent pourquoi tu dis que je suis pas féministe, les mecs qui me disent ça en fait. C'est pas vrai, nana. C'est qu'en fait, j'ai toujours pensé que si t'es pas activement féministe, tu es sexiste. Le sexisme, ça a beau à pas être un attribut
vu comme être blanc ou être grand, c'est-à-dire t'es né avec et puis voilà. C'est tellement dans l'éducation millénaire que ça le devient en fait. C'est un attribut passif. Le sexisme est devenu un attribut passif. Donc si tu ne travailles pas contre le sexisme de manière active, t'es pas féministe, sorry. C'est illusoire de penser que tu serais différent de toute la société et que toi, mec, t'es l'exception. Toi, t'es pas sexiste. C'est juste délirant de penser ça. Comme si ça t'était tombé dessus comme une révélation divine ou comme un attribut à la naissance, alors même que t'as été construit dans le même, On est né dans le même chaudron, société, quoi. En fait, mais oui. D'où tout ton quartier est machiste, mais pas ton mec. Il a de la chance. Il n'y a pas d'injonction à comment être féministe, dans le sens que, franchement, tu peux l'être de plein de manières. Il n'y a pas à avoir mauvaise conscience parce que t'es pas allé en manif, ou il n'y a pas à avoir mauvaise conscience parce qu'une fois, t'as pas dit quelque chose, parce que des fois, on fait aussi des choix par rapport à notre propre santé mentale. C'est aussi des choix, des fois, de pas se battre dans une situation donnée parce que c'est trop dur pour toi, parce que c'est trop à prendre pour toi, ou juste t'es fait différemment. Moi, je t'ai parlé du fait que je suis pas très manif, je t'ai dit une fois. Ouais. Bon, j'ai été à la grève cette année, c'était super, et c'était vraiment une superbe expérience, mais j'ai réalisé pourquoi je suis pas très manif, c'est qu'en fait, j'ai grandi dans un milieu où il y avait pas beaucoup de manifs. C'était l'Albanie post-dictature, en fait. Les manifs dans les rues, ça n'existe pas. Pas que j'ai été élevée que les manifs, c'est nul, mais j'ai juste pas été élevée avec. Et ça change, c'est en train de changer. Mais tout ça pour dire que je peux comprendre que selon qui on est, comment on a été élevé, ou juste notre caractère, comment tu veux l'appeler en fait, on agit différemment et c'est ok. Ouais. C'est pour ça que j'aime ce que tu dis, c'est que le point de départ c'est la conscience. Après, les choix d'action, ça peut être différent et ils peuvent évoluer aussi, et puis c'est parfaitement ok quoi en fait. Ouais, en fait, je crois que c'est ça aussi la question clé, c'est la notion de l'évolution. Ouais. En fait, on est tout le temps en train de changer et d'apprendre des nouvelles choses sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Moi, par exemple, je comprenais pas les mouvements féministes qui souhaitaient rester entre femmes. Ouais. Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, je suis une femme grande, qui a pas ma langue dans la poche, qui a été maltraitée par des hommes, probablement sans en avoir conscience pendant un temps et aussi en ayant conscience, mais moins gravement que certaines autres femmes qui ont vécu des choses absolument atroces. Et donc, j'ai pas eu l'impression d'être très mansplainée, j'ai toujours eu l'impression de pouvoir taper du poing sur la table et de reprendre la parole. Je croyais ne pas avoir ce besoin de se retrouver entre femmes. J'avais du mal à comprendre pendant un temps. Et puis ça a évolué parce que je me suis rendu compte que déjà, le fait que les hommes soient absents dans une salle, ça déliait la parole de façon totalement différente, qu'on avait accès à des discours de femmes qu'on n'entendait jamais en présence d'un homme, ce qui était hyper intéressant. Bah oui, parce qu'il fallait les applaudir, les hommes, quand ils étaient là. Exactement. Et puis surtout, ils monopolisaient la conversation, et puis ils comprenaient pas, et puis ils nous expliquaient comment il fallait faire, etc. Et le fait de se retrouver entre femmes, en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, ça me libérait. Et j'avais l'impression d'en avoir pas besoin, et en fait, j'en avais besoin. Ouais. Tout ça pour dire que je te rejoins là-dessus, c'est que on vient de quelque part avec les attributs qui sont les nôtres, plus l'éducation, etc., qui nous donnent l'impression de pas être ci, ou de plus être ça, de penser ci et pas penser ça. Et en fait, c'est ça qui est hyper beau, c'est que c'est mouvant. Et qu'on peut changer, et que les choses qu'on pensait hier, on peut ne plus les penser aujourd'hui. Et puis en étant un peu bienveillant avec soi-même, en se disant, en fait, il est toujours temps de réajuster, de changer d'avis. Ouais. Et puis c'est cool. Mais du coup, le dernier chapitre, nous, on va discuter entre nous de pourquoi il n'y a pas d'hommes féministes. Mais je propose, avant ça, qu'on fasse une pause. On est de retour de la pause. Tu as fumé une clope. Chut, mon papa sait pas. T'as bu une bière? Non. Chut, mon papa sait pas non plus. Je t'ai raconté des bêtises sur des personnages albanais. Non, c'était pas des bêtises, c'était édifiant. Et voilà, maintenant on va attaquer le dernier chapitre, que j'ai envie de dire c'est un peu le plus important. Pourquoi n'y a-t-il pas dans la nature des hommes féministes, des hommes cis féministes? Donc c'est une question que je me pose très réellement, ça me captive depuis quelques temps. Pendant longtemps, j'étais satisfaite, je croyais être satisfaite avec la réponse qu'on me balance souvent, c'est que ils sont privilégiés et c'est normal de pas vouloir lâcher ses privilèges. Et j'étais pendant un moment genre, très bien, je peux comprendre que des fois c'est difficile de voir qu'on a de privilèges et après de pas vouloir les lâcher. Mais je trouve que ça répond vraiment pas beaucoup à la question, pour plusieurs raisons. Ouais. Première raison qui me traverse l'esprit, le patriarcat est vraiment dégueulasse pour les hommes aussi. Ça, je le pense vraiment. Donc je sais que les hommes ont plein de privilèges. Déjà, ils détiennent la majorité de la thune.
ils ont tellement de pouvoir que du coup ils ont plus de liberté, ils peuvent être vraiment beaucoup plus de choses que les femmes ou les personnes sexisées. Je veux dire, nous, le moule, il est vachement restreint. Enfin, il faut qu'on soit belle, sexy mais pas trop, mince mais pas trop. Faut qu'on mange mais qu'on soit pas au régime, mais qu'on soit mince. Faut qu'on soit fêtarde mais pas ce qui est considéré comme des salopes. Enfin voilà, toutes sortes de notions. Le moule dans lequel on doit rentrer, il est incroyable. Enfin, il est pas possible. Les hommes, leur moule, il est un peu plus chill. Je conçois qu'ils ont des privilèges, ils font pas la vaisselle, ils en font pas la lessive, on leur dit tout le temps qu'ils sont cool, on les applaudit quand ils vont en conférence. Il y en a des privilèges. Mais je trouve vraiment que le patriarcat est dégueu pour les hommes aussi. Le patriarcat inflige aux hommes d'être toujours le gars qui gagne de l'argent, d'être toujours le gars qui a pas le droit d'avoir des émotions. Puis ça, c'est horrible. Je veux dire, pas avoir le droit d'avoir des émotions, c'est juste terrible. Ou impose des sexualités assez nulles. Le script sexuel hétéronormatif, il est nul à chier. Enfin, je suis désolée, on a tous regardé un site porno, c'est nul à chier. Il y a genre 3 positions. Et puis, il y en a une, elle est romantique. Il y en a une, elle est wild. Et l'autre, elle est un peu pour la femme indépendante. Oui. Je crois que vous savez tous de quelle position je parle. Du coup, c'est nul, en fait. C'est pas intéressant. Je peux continuer longtemps, si tu veux, en fait, de qu'est-ce qui fait que le patriarcat n'est pas cool pour les hommes. Mais pour moi, c'est assez évident qu'il l'est pas. Donc, en fait, je me dis, pourquoi vous râlez pas, les gars ? Toi, qu'est-ce que t'en penses en fait déjà de ça ? Ouais, alors je suis d'accord avec le fait que le patriarcat, il est aussi nul pour les hommes, pour les raisons que tu as évoquées, et surtout que tous les hommes ne sont pas au plus haut niveau de pouvoir, et donc ils subissent aussi le pouvoir d'autres hommes, et donc il y a des hommes qui sont bien sûr dominés par d'autres hommes, et qui en souffrent, je pense, mais qui du coup, à mon sens, ne se rendent pas compte. C'est toujours une question de conscience, ils n'ont pas conscience qu'ils sont dans ce truc-là, et puis typiquement dans le milieu professionnel, enfin les personnes qui viennent taper à la porte de hiérarchie, c'est tout le temps des femmes. Et moi je me dis, est-ce que les hommes ne savent pas mener des combats ? Et je pense que c'est faux, les hommes savent mener des combats, mais... Oui, parce qu'il y a eu des combats menés par des hommes. Il y a eu, bien sûr, plein, et puis la question, c'est pas de dire il y a que les femmes qui se battent, mais c'est de se dire, le constat est fait, il y a que des femmes. Et puis du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être à cet endroit-là, ils se sentent pas à l'aise, ils ont peur d'être stigmatisés. Est-ce qu'il y a un rapport à la peur ou... En même temps, il y a plein de luttes activistes, il y a plein de manifs, il y a plein de mouvements qui ont été lancés et il y avait beaucoup d'hommes dedans. Il y a les gilets jaunes, ça en est un. Il y a toute la lutte contre l'augmentation de la retraite, par exemple, en France. Il y a eu beaucoup d'hommes dedans, tu vois. C'est pas juste que les femmes qui sont battues pour ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des luttes comme ça, on va peut-être lutter contre des conditions de travail, on va lutter contre... peut-être des idées capitalistes, mais on va jamais se prendre au patriarcat. Ce que je trouve pas avec la grève féministe en Suisse, à part le fait que c'est un truc monstrueux local et original et c'est vraiment propre à la Suisse, c'est super, c'est un mouvement très organique, c'est qu'en fait c'est devenu un espèce de mouvement queer et aussi anticapitaliste. Et c'était pas mal dans les slogans cette année. Et je trouve ça méga cool que sous cette ombrelle-là, on touche plein de choses. Mais je trouve que dans des mouvements qui ne sont pas forcément féministes ou initiés par des féministes, il y a jamais ce truc où t'as des hommes qui disent « abat le capitalisme » puis « fuck you le patriarcat ». Moi, je le vois pas. Je le vois nulle part. Et c'est ça qui me fascine, en fait. Pourquoi, les gars ? Vraiment, pourquoi ? Ouais. Parce que c'est vrai que les hommes participent à des luttes qui les concernent, et là, dans ce cas-là, j'ai pas trouvé de réponse. Je me suis beaucoup posé la question de l'exposition, de notre propre exposition, et du fait d'être OK avec le fait, la possibilité de se mettre la hiérarchie à dos. Et du coup, moi, je l'avais interprété comme l'habitude de se mettre le patriarcat à dos, et cette crainte de certains de rentrer dans cette catégorie-là, et d'être identifiés comme ces femmes râleuses chiantes qui ont leurs règles, et de préférer souffrir en silence, et aussi de dire je souffre pas tant que ça parce que je suis un homme, et que en fait, ce pourquoi tu te lèves, c'est presque pas légitime, alors même qu'ils sont capables à la pause café de tenir le crachoir en râlant. C'est ça en fait. Moi je connais des mecs qui sont ultra lucides par rapport à plein de problématiques, soit dans un milieu de travail ou autre en fait. Ils sont là, mais ça c'est pas ok. On nous traite mal, il y a des injustices. Ils sont pas aveugles, mais ils ne redirigent pas cette rage contre le patriarcat. Il y a un mouvement qui se fait pas, j'ai l'impression. Il y a aussi une forme d'acceptation dans le sens où, comme on est dans des milieux de travail qualifiés, assez sécurisés et bien payés par rapport à plein d'autres emplois, de se dire « Ok, mais ce confort-là, en fait, je veux pas le perdre. L'argent que je gagne justifie le fait que je me taise. » Je le vois aussi comme ça. Alors que pour nous, qui nous levons pour améliorer la situation, on part jamais de ce postulat-là parce qu'on se dit qu'il y a toujours des choses à améliorer, parce qu'on passe notre vie à se dire qu'il y a toujours des choses à améliorer. Peut-être que c'est un raccourci scénaristique, mais j'avoue que j'ai pas d'autre explication aujourd'hui. Je vois que ça. D'avoir toujours une notion de relativité par rapport à la souffrance, alors même que toute souffrance est légitime et qu'on peut toujours avoir envie de mieux ou d'être plus consulté, d'être plus entendu. Pour peut-être rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai l'impression, et j'espère que j'ai tort, j'ai l'impression que les mecs, malgré qu'ils sont
en bas d'une certaine échelle parce qu'ils ont des hommes au-dessus d'eux qui ont du pouvoir sur eux et qui les dominent. Ils évoluent dans un système qui leur permet quand même d'être au-dessus des femmes ou au-dessus des hommes racisés ou d'autres personnes sexisées. Et je crains qu'il y a quelque chose chez ces hommes, et peut-être chez nous toutes et tous, qui a fait que toutes les notions de bonheur, d'épanouissement, de contentement, de réussite sont devenues collées avec les notions de domination. Pouvoir dominer sur quelqu'un est devenu synonyme de être heureux, épanoui, réussir sa vie. Et donc évidemment qu'on va se battre pour garder ce privilège de dominer sur quelqu'un. C'est une pensée dark qui parlerait de l'état des lieux de l'humanité des hommes dont on parle aujourd'hui, mais aussi de beaucoup de gens en fait. Et ça explique aussi pourquoi t'as des hommes qui vont mener des luttes anticapitalistes, mais pas des luttes antipatriarcales, ou t'as des femmes qui vont mener des luttes féministes, mais pas antiracistes, ou pas trans-inclusives, parce que en fait, on veut garder le privilège de dominer. On a, pendant des millénaires, mal appris ce que ça veut dire être heureux et épanoui. On aurait appris que c'est ça le bonheur et l'épanouissement. Du coup, moi, une fois, j'avais été poser la question à mon mec. Toi, t'es un mec. Pourquoi tu vas pas gueuler dans la rue contre le patriarcat ? Viser contre le patriarcat, je dis pas que tu ne luttes pas. Lui, il pense en tout cas qu'il y a un phénomène où le patriarcat a donné tellement de privilèges aux hommes que t'as l'impression en tant que mec que si tu vas contre, tu trahis. Ouais. Tu trahis à mort. Et que du coup, c'est pas cool. Tu trahis et puis surtout, tu craches dans la soupe Ouais. qui te nourrit, C'est ça, exactement. qui participe de tes propres privilèges. Ouais. Il y a le fait que tu as l'impression de trahir une fraternité scellée comme je sais pas quoi, et il y a le fait que du coup tu veux pas cracher dans un système que finalement te fait du bien. C'est hyper difficile et ça montre quand même qu'il y a une forme de lucidité par rapport à ça, par C'est rapport ça. au système Ils dans sont pas lequel complètement tu aveugles, baignes. perdus quoi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est assez lucide de le dire comme ça. Je trouve ça à la fois triste et bien de s'en rendre compte, parce qu'on peut se dire, bon, ben finalement, est-ce que cette soupe, elle est si bonne ? Je veux pas cracher dans la soupe, mais est-ce que vraiment j'en bénéficie ? Est-ce que tous les aspects de ma vie me sont libres grâce à ça ? Voilà, je lui ai posé cette question aussi. Est-ce que cette soupe elle est aussi bonne ? C'est exactement les mots que j'ai prononcés ce soir-là. Et il m'a dit, en fait, peut-être la soupe n'est pas toujours bonne, mais en fait, elle permet les mecs pas mal de faire ce qu'ils veulent quand même. Genre, nous les meufs, on est vite opprimés. Et bien, il dit, en tant que mec, en plus, depuis que les luttes pour les droits des gays ont été gagnées, en fait, tu vas toujours te heurter à des expressions de genre imposées, à des espèces de ridiculisation, si t'es un peu comme une meuf ou je sais pas quoi, mais ça va, tu vas pouvoir vivre ta vie. Le moule, il y en a un, mais il est pas si contraignant. C'est ce qu'il m'a dit, avec exactement ces mots. Vous étiez vachement dans la métaphore alimentaire. En fait, finalement, tu trouves ta liberté quand même. Tu trouves ton compte. Ouais. Et tant que tu trouves ton compte, pourquoi tu te battrais ? Ouais, c'est drôle que tu dises ça parce que du coup, le spectacle dont je parlais au début, ça a ouvert toutes ces discussions aussi avec mon mec, Ouais. dont une très longue où il a dû accepter qu'il avait été très vexé par le spectacle. Et puis, c'était difficile de lui faire accepter que, ok, il était vexé, on l'entendait, mais qu'en fait, ce qu'il devait entendre, c'était pas... est-ce que lui, il était bien ou pas bien ? Il fallait juste se poser la question et du coup de prendre conscience, je reviens à ça, de qui il était dans la société. Et donc, il a fini par accepter qu'il était un homme grand, costaud, blanc, hétéro, marié, avec des enfants, qui en plus a une profession où il est valorisé, etc. Et puis on parle de ça, et puis pour lui, ça a été assez difficile parce que c'est d'accepter c'est toute cette prise de conscience. Je voyais que c'était dur pour lui et je lui disais, mais vas-y, qu'est-ce qui se passe ? Et il a fini par me dire, en fait, c'était plus facile avant. Parce que le fait de prendre conscience de ça, ça l'oblige à se positionner et à se dire, ok, maintenant j'ai ces informations-là, je peux pas les nier parce qu'elles sont objectives, c'est des faits objectifs. Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et j'ai l'impression que je vais devoir faire quelque chose. Je peux pas juste être conscient de ça et être inactif. Et donc, c'est entamer une phase de digestion, parce que finalement, quand tu te rends compte de ça à presque 40 ans, t'es à la moitié de ta vie. Et puis, il y a quand même des choses qui sont assises depuis longtemps et dont t'avais pas conscience. Et là, d'un coup, découverte de ça, et qu'est-ce que je fais de tout ça pour la suite, quoi. Et puis, si je veux agir, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est clair que c'est bouleversant. Enfin, si tu commences à agir, ça va changer beaucoup de choses. Quand tu décides de lutter, tu renonces à des privilèges quand même. Tu auras toujours plus facilement un job et tu seras toujours mieux payé et puis tout ça. Mais quand tu es dans un groupe de mecs, par exemple, dans ton boys club, et tu décides de parler contre les blagues sexistes que ton pote va dire, tu perds tes privilèges. Il y a en tout cas un grand risque de perdre des privilèges dans cette fraternité-là. Mais du coup, je pense que les mecs souffrent quand même dans le patriarcat, malgré, j'entends que le moule il est moins contraignant, tu trouves quand même ton compte. Et ils ferment leur gueule et je commence vraiment à me dire qu'ils sont plus soumis que les femmes des fois.
à certains égards. Parce qu'en fait, oui, on les a bien payés pour qu'ils ferment leur gueule. Et maintenant, ils enferment leur gueule. Et en fait, même des trucs qu'ils vivent mal, je pense que c'est vraiment très dur de pas pouvoir digérer ses émotions et de les dire. C'est vraiment des trucs pas top du tout, genre, je veux dire, ou des sexualités nulles, ou même des vies de couple nulles, parce que le schéma hétéronormatif, il est nul à chier. Je veux dire, quand tout le monde se range dans sa case sans remettre en question, c'est pas intéressant. C'est pas des vraies relations riches. Je veux dire, que chacun fasse son rôle genré, c'est pas intéressant. Il n'y a pas d'humanité. Enfin, je veux dire, c'est juste jouer des rôles. Donc en fait, vous fermez vos gueules, les mecs, mais vraiment, vous êtes vraiment soumis en fait au patriarcat. Je commence à avoir cette vision du mec très soumis. Il est soumis au rôle de domination, donc c'est quand même une demi-soumission, quoi. Moi, je mettrais quand même un peu... J'ai quand même envie de prendre du recul par rapport à ça, parce que finalement, la soumission, elle engendre, pour moi, une souffrance qui est plus importante, et je nie pas la souffrance des hommes, hein, mais c'est juste... Moi, je pense que c'est pas soumis, c'est quelque part satisfait, en se disant que finalement, le prix à payer, il est moins cher que le fait de remettre en question ses privilèges, et que même si ça t'autorisait en caricaturant à pleurer en public, qu'est-ce que ça veut dire le moment où t'as plus les bénéfices cachés ou pas cachés de tout ce que tu vis au quotidien, du boys club, etc. Donc moi j'aurais plus dit que c'est difficile d'abandonner un confort, même si il n'est pas confortable en tout point, mais c'est quand même une forme de confort, le patriarcat, pour les hommes, et que pour moi, c'est vraiment la notion clé dans ce truc de quand tu te dis à ton mec ou à un pote, il va falloir que tu commences à intervenir. Et ben, qu'est-ce qui résonne en lui ? C'est moi qui vais... il va falloir que je me mouille, quoi. Et je vais arrêter, je vais sortir du club des mecs cool, mais des mecs cool du boys club. Hein. Parce que je vais commencer à être le rabat-joie, la féministe hystérique. Ouais, je vais commencer à être relou. Parce que je vais commencer à dire que c'est pas drôle. Alors même, je pense qu'il y a plein de mecs que ça fait pas rire, les blagues sexistes, et qui trouvent ça nul quand on insulte les femmes. C'est pas ça. Je dis pas que tout le monde est très content de ça. Ouais. Je dis juste que c'est tellement inconfortable de prendre le micro pour le dire que du coup, beaucoup d'hommes se taisent sous prétexte que c'est quand même plus important que la soirée se passe bien et qu'il n'y ait pas de tension, plutôt que de se dire... je me lève pour ça, quoi. En fait, c'est assez chaud ce que tu dis, et d'ailleurs, je suis assez d'accord avec toi. T'as dit, ça veut pas dire que tout le monde est content de la blague sexiste, ça veut pas dire que ça fait rire tout le monde. Je pense aussi que c'est vrai, parce que, en tout cas, j'espère que c'est vrai. Tous les mecs ont affaire avec des meufs, qu'ils soient hétéros, qu'ils aient des sœurs, des amies femmes, tout ça. Je suis peut-être illusoire, encore une fois, je suis peut-être partie de ces meufs qui veulent pas voir la réalité en face, mais je soupçonne que t'as raison, que ça fait pas rire forcément tout le monde. C'est drôle parce que du coup, je vois deux interprétations. En plus, je vais profiter pour clarifier quelque chose, c'est que quand je parle de soumission des hommes, c'est pas du tout pour dire que ils sont les pauvres soumis et ils souffrent beaucoup aussi, et que surtout, ce que je veux pas dire, c'est qu'ils sont soumis par des femmes. Moi, ce que je veux dire, si je reviens sur ton exemple, que ça fait je sais pas combien de temps qu'ils rigolent sur des blagues qui intérieurement ça les fait pas rire, il y a une espèce de oppression de leur humanité qu'ils font ou de qui ils sont réellement pour jouer le jeu sociétal en fait, pour jouer le jeu dans lequel ils sont. Donc pour moi c'est une forme de soumission ultra violente, ultra vraiment une soumission de ton humanité quoi en fait. Si tous les jours tu dois faire semblant que tu es quelqu'un d'autre que tu es pas. Ou alors, on parle pas de forme de soumission, ce serait parler de confort, en effet. Ça fait des millénaires que les mecs disent rien, juste pour pas casser un confort. Et en fait, ça en dit long sur la place du confort dans notre société. Le fait que vraiment, on oriente tout vers le confort. Le confort est devenu une valeur méga importante. C'est devenu l'ennemi de l'action. Si tu poses les questions d'écologie, finalement, le plus grand frein à l'écologie, c'est le confort. C'est d'arrêter de prendre un avion, je dis n'importe quoi, mais j'illustre exprès, mais d'arrêter de prendre un avion tous les week-ends pour aller aux quatre coins de l'Europe. C'est changer son confort, ce qu'on imagine attendre de la vie, et donc remettre en question un certain nombre de choses qui sont confortables. Chauffer à 35 degrés chez soi parce qu'on est frileux, c'est aussi remettre en question. Et donc toutes ces questions-là, et pour moi, les hommes qui ne sont pas féministes, ils n'ont pas envie de s'asseoir là-dessus. Je suis d'accord avec toi que c'est l'ennemi de l'action, mais en fait pour ces gens-là qui agissent pas, c'est devenu la valeur ultime en fait, le confort. Si tu touches à mon confort, c'est vraiment tu touches à mes droits humains quoi. Ouais. Alors que je suis désolée, enfin c'est pas un droit humain de chauffer à 35 degrés chez toi quoi. Et c'est pas un droit humain d'entendre des blagues sexistes. Mais il y a ce côté vraiment où le confort est devenu ça équivaut à un droit parce que tout système donne du confort dans le sens que même les femmes qui sont là-dedans, il y a du confort à être dans un système parce que ça permet de pas poser de questions, de dire je caricature à fond, mais de dire genre puisque je suis une femme, je vais accoucher d'un enfant, je vais m'en occuper et du coup c'est confortable parce que t'es là genre bon bah tu sais ce que t'as à faire quoi. J'ai un manuel exactement. Après ce moule, ce manuel, ce système, il est trop dur pour nous. À un moment donné il touche à notre humanité. À un moment donné ça devient vital en fait. Donc on lutte contre. Et moi je me demande qu'est-ce que ça dit des hommes du coup. Ça veut dire que de un ils sont trop confortables dans ce système. Ce confort est devenu plus important
que tout, plus important que peut-être la recherche de relations riches avec tes gens autour de toi. Dans le patriarcat, toutes les relations sont scriptées. Tu te comportes comme ça avec ton père, avec ta mère, avec ta meuf, quoi. Ça, c'est, voilà. Tu renonces à des sexualités à découvrir, à une petite chose, et ensuite, ça veut dire aussi que tu acceptes de voir, dans le cas d'un mec hétéro, de voir ta meuf souffrir. Tu te dis que tu vas même ignorer sa souffrance, et tu te dis même que, en fait, que quand elle va te dire qu'elle souffre, tu vas un peu trivialiser sa souffrance pour pas qu'on touche à ton confort. Enfin, qu'est-ce que ça dit de l'humanité des hommes, quoi? J'essentialise pas les hommes, hein, je dis pas qu'ils sont comme ça. Mais qu'est-ce que ça dit de l'état des lieux de l'humanité des hommes? Qu'est-ce que le patriarcat a fait? Ce qui manque, c'est peut-être la prise de conscience des bénéfices réels qu'ils ont à tirer de tout ça. Parce qu'effectivement, pour l'instant, si le confort prend le pas sur le souhait d'une justice sociale, c'est un vrai problème, et puis c'est terrible à dire comme ça. Comment les faire venir à ça? Comment leur faire comprendre que les bénéfices ne sont pas que pour les femmes, ils sont pour la société entière, qu'eux vont pouvoir se libérer de plein de choses, qu'ils vont pouvoir être les hommes qu'ils ont envie d'être, qu'il y aurait autant de masculinité que d'hommes, et ça c'est réjouissant, pour moi c'est la société de la joie. Maintenant, comment le faire comprendre C'est ça, c'est la société de la joie, exactement. Parce qu'on vit pas dans une société joyeuse. Non. Les gens rigolent pas, ils vont dans des bureaux et ils tirent leur gueule, quoi. La pause café, des fois, c'est l'endroit à fuir. J'arrive pas à gober qu'ils soient aussi ok que des meufs leur disent qu'elles vont pas bien dans le système et qu'ils sont là, ok, puis ils regardent la télé. Ouais, moi j'ai l'impression qu'une fois qu'on a dit ça, on revient à cette boucle qui est de dire, si tu continues à élever les hommes de façon à être loin de leurs émotions, et de façon à ne pas questionner les choses, et en leur traçant des rails de la façon dont ils doivent se comporter, bien sûr qu'ils vont pas apprendre à agir ou à interagir avec leur meuf qui leur dit je vais pas bien. En fait, ils ont pas les codes, ils ont pas les clés. Puis ça revient à cette notion de éduquons les enfants, libérons les hommes qui sont déjà adultes de ça, apprenons-leur à être proches de leurs émotions. Donc toi tu parles d'éducation, mais en fait le problème c'est que c'est des gens éduqués qui éduquent. Et ce que moi je trouve, du coup c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut commencer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, à changer les choses. Et le fait est que c'est vraiment, au niveau du patriarcat, je parle toujours, c'est les femmes et les personnes sexisées qui gueulent. Moi, j'ai pas les codes non plus. Je suis née, on m'a éduquée dans un patriarcat, on m'a éduquée à être une meuf hétéronormative, en fait. Mais à un moment donné, ça me va pas, du coup, tu changes. Enfin, tu t'informes, tu discutes, tu parles, je sais pas, tu lis. Je veux dire, moi, j'ai lu des meufs féministes, c'est des livres qui sont à disposition pour les mecs aussi. Hein. Écoutez un podcast, et ils le font pas. J'attends pas de toi une réponse. Non, mais ça ouvre plein de portes de réflexion, dont notamment le fait que le mot féminisme soit encore associé à des questions qui ne regardent que les femmes, qui soit associé à ce truc de toute façon, si t'es féministe, t'es hystérique et mal baisé. Ouais. Et en fait, la notion d'universalité de la question, pour moi, elle n'est pas encore passée, ou peut-être que c'est ça qu'on doit dire. On dit, toi qui écoutes, tu peux être féministe. C'est pas une affaire de femme, c'est une affaire universelle. Ça t'appartient aussi, t'as le choix. Et puis en fait, si tu fais ce choix-là, c'est un choix qui est juste, et pas seulement pour les femmes, mais aussi pour toi. Et puis l'autre truc, c'est de se dire, vous pouvez aussi ne pas avoir besoin d'arguments qui vous montrent que vous avez un bénéfice à en tirer, et juste l'embrasser parce que c'est gratos et parce que vous trouvez ça juste. Parce que c'est éthique, ouais. Et parce que c'est éthique. Moi, je suis d'accord avec toi. Genre, à un moment donné, disons qu'il n'y a aucun privilège pour les hommes pour qu'ils quittent le patriarcat. Fais-le pour des notions de justice. Une chose très importante que j'ai lue récemment, c'est de comprendre qu'une remarque sexiste à laquelle tu réponds pas, en fait, qui est là, qui est posée, tu dis « Ah, c'est juste une blague sexiste ». Quand tu comprends qu'elle fait partie du même système et de la même construction que l'autorisation au viol, d'un coup, ça te responsabilise par rapport à la parole et par rapport au fait que tu n'aies pas réagi. Parce qu'en fait, c'est le fait que les hommes s'autorisent à faire des blagues sexistes et que dans le boys club tout le monde en rigole, qui fait que certains hommes s'autorisent aussi à violer. Parce que tout le système est comme ça, il est pernicieux dans les pubs sexistes où on voit des femmes à moitié nues en train de se faire étrangler. C'est ce système-là qui permet ensuite de dire bah oui, la femme est un objet, elle est incapable de décision, elle est faible, on a le droit de lui faire subir les pires choses. Et peut-être que c'est un peu lourd dit comme ça, mais peut-être que quand on le remet dans son système, et que c'est ce système sexiste qui est unitaire, et c'est un seul élément complet, et ben peut-être que ça va faire réfléchir de se dire, la prochaine fois, quand il y a une blague sexiste, en fait, je vais réagir, parce que bien sûr, moi, je suis pas un violeur. Vu que ça fait partie du même système, je me dois de participer au démantèlement de ce système-là qui est
qui est un cercle vicieux et duquel il est difficile de sortir, quoi. En fait, je trouve ça super ce que tu dis. Je suis 100% d'accord avec toi. La blague sexiste n'est pas un détail, c'est la pointe d'une espèce d'iceberg. Enfin, je vais pas redire ce que tu as dit parce que je vais pas mansplainer. Mais je voulais juste dire que je suis d'accord avec toi, que toute petite chose qui a l'air d'un détail, en fait, contribue à la déshumanisation des femmes, qui engendre de la violence et qui engendre... Sorry les gars, mais donc tout le monde est complice. Ouais, si tu te tais, tu cautionnes. En fait, Ouais. tu peux pas te taire. Te taire, c'est laisser la chose entrer insidieusement dans l'inconscient collectif. Et personne ne veut que dans l'inconscient collectif, ce soit OK de maltraiter les personnes qu'on domine. Enfin, c'est pas OK de dominer déjà des personnes. Ouais. Je pense que quelque part, les mecs qui ont dû renoncer à leurs esclaves dans les champs de coton, ils ont pas trouvé ça confortable. Ils ont eu moins de bénéfices. Ils ont fait un peu moins de marge. Mais en même temps, éthiquement, c'était nécessaire. C'est ça, exactement. Donc, sorry, not sorry. Il faut faire en sorte que tout le monde lutte ensemble et que tout le monde aille gagner. Je suis vraiment d'accord avec toi. Il faudrait peut-être que les hommes prennent conscience du coup qu'a pris leur humanité parce qu'ils sont devenus OK avec la violence. Ils sont complices dans un système violent contre des classes dominées. Ils sont à l'aise, sans même qu'ils le sachent en fait. Ils disent pas je suis à l'aise avec la violence, mais ils sont devenus à l'aise avec la violence. Et comme nous aussi, tu as bien fait au début de parler de privilèges de femmes blanches, moi je dois tous les jours déconstruire des biais que j'ai en moi, qu'ils soient... J'ai des biais racistes comme tout le monde, genre pourquoi j'aurais pas de biais racistes moi ? Personnellement, je ramène ça tout le temps au fait que certaines gens sont déshumanisés et certaines gens, on a de l'empathie pour eux. Si on parle des femmes, de la question sexiste, on n'a pas d'empathie pour les femmes. C'est tout à fait normal et d'ailleurs dans l'histoire ça se voit typiquement quand il y a en Angleterre les chartistes qui se battent pour avoir le droit de vote. Et ben on finit par donner au prolétariat le droit de vote parce que tout est mieux que les femmes. On le donne pas aux femmes, on le donne aux hommes du prolétariat mais pas aux femmes. Et à chaque fois on pèse. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Il vaut mieux des hommes pauvres plutôt que des femmes. Et il y a toujours ce truc-là. Et l'esclavage, c'est évident que c'est pas normal la ségrégation. C'est pas normal d'exploiter des populations entières. Mais par contre, on va quand même pas libérer les femmes. Et donc ça, c'est quand même incroyable. Et ça se répète dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a eu des évolutions. Et le but, c'est pas de les nier. C'est juste de dire, mais pourquoi c'est aussi long ? C'est aussi long parce que nous sommes encore des esclaves au sens où, comme dit John Stuart Mill, c'est l'école de l'esclavage, quoi. On continuait à éduquer les femmes pour qu'elles soient parfaitement compatibles aux demandes patriarcales du sexe opposé et qu'elles puissent se plier et répondre à leurs attentes. Et celles qui se réveillent et qui ouvrent les yeux là-dessus et qui disent qu'elles sont pas d'accord, et ben on dit qu'elles sont hystériques et qu'elles sont folles et on sape leurs paroles et leur avis parce que c'est le plus simple et puis comme ça on est sûr qu'elles font part des petits et on les divise. Donc voilà, c'est toujours le même schéma de diviser pour mieux régner. Pour celles et ceux qui vont dire non mais on ne dit plus aux femmes qu'elles sont hystériques, moi on m'a dit dans un taf où j'étais avant, quand je suis allée formellement me plaindre contre une remarque sexiste, on m'a dit mais c'est vrai que toi t'es particulièrement sensible à la question quand même. Je suis désolée mais ça veut dire t'es hystérique. Enfin c'est le même fond en fait. Ouais c'est ça. C'est nier la réalité de la remarque sexiste violente qu'on venait de me faire en disant que soi-disant j'ai un filtre particulièrement sensible. Oui, enfin de toute façon, qualifier ce que tu viens de dire en le mettant derrière une histoire d'émotion, ou de comment tu te sens, ou du fait que tu as tes règles, ou... Bah, de toute façon, c'est toujours le même procédé de saper ta parole. C'est ça, et puis, quel que soit le mot que tu mets dessus, sensible, hystérique, chiante, bah, c'est toujours la même histoire. L'idée, c'est de dire, de toute façon, ce que tu dis n'a pas de valeur, quoi. Et toi, t'as lâché une citation qui me fait particulièrement mal, parce que j'ai l'impression de la vivre tous les jours. Peut-être c'est le dernier point, peut-être si on doit convaincre certains hommes qui nous écoutent et qui se posent la question de ce qui ferait leur féminisme. C'est une citation de Martin Luther King qui dit « À la fin, ce qui fait le plus mal, ce sont pas les mots de nos ennemis, mais le silence de nos amis. » Voilà, soyez des meilleurs amis. On se serre les coudes. On se serre les coudes. Pour résumer, moi je souhaite quand même parler encore une fois de cette impression que j'ai que les hommes, ils ont beaucoup trop normalisé un état intérieur où leur humanité ou leur individualité, leur unicité est constamment tue. Ils se taisent constamment au nom du maintien des rôles genrés. Pour moi, c'est important d'en parler de ce point de vue-là parce que la question des rôles genrés est justement souvent abordée du point de vue féministe, pour l'injustice que les femmes subissent, ou alors elle est glorifiée, la virilité est glorifiée, les hommes, boys will be boys, tout ça. Mais je pense vraiment que ça fait souffrir beaucoup d'êtres humains, qui sont donc les hommes. Après, je pense qu'il y a évidemment la question du confort. Évidemment qu'ils ne veulent pas renoncer à leur confort malgré que la souffrance des femmes et personnes sexisées est évidente. Et après,
il y a la question de la justice. C'est un peu dur de se rendre compte qu'ils n'ont pas encore fait le choix de choisir la justice par-dessus leur confort et de se rendre compte tous les jours à quel point on est déshumanisé. Les hommes, si vous voulez être dans le juste, dans l'éthique, il faut adopter cette notion ultra radicale que les femmes, c'est des humains. Non mais arrête, tu peux pas dire ça. Quelqu'un va t'entendre. Mais pas des épouvantails. Je suis très fière de ça parce que je l'ai sorti moi-même et je trouve que c'est une phrase très originale. Oui, non, je suis pas un épouvantail. C'est super lire ça. Je vais me le tatouer. Je suis pas juste là, je fais pas semblant d'être un humain, tu vois. C'est ça. Une marionnette désarticulée. C'est ça. Qui crie de temps en temps genre coucou. C'est ça. Écoutez-moi. Toi, tu vis ça comment, ces discussions ? C'est vraiment hyper dur parce qu'en plus, c'est évidemment un sujet qui me touche personnellement dans mon couple et dans mon entourage proche. Mais déjà, je me dis, s'il y a des graines qui sont plantées, ça me fera du bien. Je trouve que c'est très difficile de se dire qu'on puisse, après avoir ce genre de discussion, se dire non, je ferme la porte à ça. Non, en fait, ce que tu m'as dit là, ce que j'ai entendu, ça me convainc pas. Et puis en fait, je choisis, maintenant que je sais ce que c'est de pas être féministe, en fait, pour moi, c'est inacceptable. En fait, ça veut dire que t'as pas d'éthique. Et que oui, le féminisme, ça passe par l'action. Et que tu peux trouver ta forme à toi, celle dans laquelle tu te sens confortable. Mais j'ai quand même envie qu'il y ait un peu des graines qui se plantent, en fait, après tout ça. Parce que c'est lourd et parce que c'est dur d'être seule. Et parce que des fois, il y a quand même un truc important, c'est de dire que malgré tout, et malgré les évolutions, la parole des femmes est encore moins importante que celle des hommes. Et si les hommes prennent la parole, en fait, ils seront probablement encore plus écoutés que les femmes. Et que donc peut-être, si quelques-uns prennent la parole plus, ça aura une portée plus importante parce que malgré tout, on n'est pas à l'égalité. Malgré tout, je dis malgré tout. Nous ne sommes clairement pas à l'égalité, je sais pas pourquoi je dis malgré tout. J'avais envie de mettre un peu moins de drama dans cette conclusion. Mais qu'en fait, rien que pour ça, de savoir utiliser le système pour ce qu'il est, à savoir la parole des hommes vaut plus qu'une parole de femme. Ouais. Go, guys. C'est ça. Allez-y, quoi. Sachez vous taire au bon moment et sachez l'ouvrir quand il faut aussi, quoi. Complètement d'accord avec toi. Et autre chose que moi je trouve, c'est que si vous luttez pas de manière active, tout ce que vous devenez, c'est des poids lourds pour les femmes féministes. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore cette phrase qui dit derrière chaque mec qui a conscience des problèmes d'égalité, il y a une meuf féministe au bout du rouleau. Et moi, c'est ce que je vis avec des hommes dans ma vie. J'ai dit aussi cette phrase, c'est comme l'épouvantail, je suis fière de cette phrase que je vais dire maintenant, c'est que je les ai eus à l'usure, et l'usure est la mienne. Tu vois ? Je suis au bout du rouleau. Ouais. Eux, ils sont comme couchés par terre, et moi, je les tire. Et du coup, c'est moi qui les traîne, en fait. C'est un poids lourd pour moi. Soyez juste déjà pas des poids lourds. Soyez des béquilles. Soyez des béquilles. Sur lesquelles on puisse s'appuyer de temps en temps. Et si vous vous sentez un peu de bonne humeur, comme ça, soyez même des surfs, quoi. Ouais. des planches à surf, parce que vous pouvez, parce que vous êtes des mecs. Ouais. Vous avez accès à plus de trucs. Et puis vous êtes plus ergonomique. Tout à fait. Non, j'imaginais un mec en planche de surf et je me disais que sans nichon, c'était probablement plus simple. Et puis c'est très important de pourquoi vous le faites. Si vous le faites parce que comme ça, vous êtes trop fort face aux autres machos et vous vous sentez encore mieux dominant, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire ça pour des questions d'éthique et de justice. Et parce que vous trouvez que les femmes et les personnes sexisées, c'est des êtres humains. Agatha, c'était comment ton premier enregistrement des poissons? C'était assez étonnant et cool. Je savais pas trop, j'avais le track. On avait un script, on a débordé, en fait on s'est rattrapé, et puis mais c'était super intéressant. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité parce que c'était vraiment un moment intense. Et j'étais assez surprise aussi du fait qu'on ait laissé aussi tellement de choses se faire pendant qu'on parlait. Ouais. Et pas que les textes soient plus écrits et tout. Et que je pense qu'il y a des choses très cool qui en sont sorties. Il y a peut-être d'autres choses qui sont un peu hasardeuses, mais bon, c'est comme ça aussi quand le contenu se crée. Et puis on n'a pas réponse à tout. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça... merci beaucoup. C'était Les Poissons sans bicyclette, un podcast féministe lausannois indépendant. Comme vous savez, la musique est faite par Les Poissons. On est produite et montée et mixée et enregistrée ici par Les Poissons à Lausanne. Si vous voulez nous soutenir, partagez notre contenu.
Parlez-en à vos amis avec ferveur. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, on a le site patreon.com/lespoissons sans bicyclette où dès 5 francs par mois, vous avez accès à du contenu exclusif. C'est génial. C'est rien pourtant C'est de un café. qualité. Un café par mois, c'est bien de le dire, ouais. En cappuccino en Suisse, c'est 5 balles quand même. C'est combien la petite bière ? Ça dépend où, mais ouais, on va dire un peu 4 francs 50. Voilà, c'est une petite bière par mois. Ouais. Pour les poissons. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait sur notre temps libre. On roule vraiment à la motivation et à l'activisme, quoi, et puis à l'envie de parler de ça. Si on veut pérenniser le podcast, il faudrait qu'on fasse réellement de la place, du temps, et ça passe aussi par l'argent. Et c'est simplement ça. Voilà, le but de rester indépendante, c'est aussi de pouvoir dire ce qu'on veut dire, et de pouvoir garder un rythme humain et qui nous convient, et d'où le système de financement participatif par l'audience. J'ai fini mon spiel. Bisous, bisous. Ciao, Dota. Salut Lirza.